Bonjour à tous, eh bien, nous sommes en direct du ZCL et de RHC sur 89.8. Nous le serons bientôt sur Radio Soufaya. Je peux vous dire qu'on le sera encore sur une autre radio. On vous dira tout à l'heure davantage. Alors, aujourd'hui, les titres, d'abord, on parlera de violence au Lamentin. Un jeune garçon a été agressé par un de ses collègues. Les réactions tout à l'heure dans un micro-trottoir, reportage de Chris Saint-Man. Contrat aidé, les élus étaient hier à la préfecture. Ils ont exprimé tous leur mécontentement face au préfet. Reportage tout à l'heure de Jean-Luc Anani. Et puis, Joseph Desigus, vous connaissez? Pas moi, mais on va le découvrir. C'est un sculpteur petit bourgeois. Nous verrons tout à l'heure son portrait réalisé par Chris Kevin Magne. Et puis, je vous le disais, on va recevoir Jean-Philippe Rangassami, c'est le directeur de Radio Soufaya. Hier, nous étions avec Loïc Eligar de Radio Saphir FM. On va recevoir aussi Michel Gédéon, le président de la FAPEG. Et puis, comme d'habitude, nous chroniquons avec la nouvelle chronique de communication avec Véronique. Chaque mercredi, Véronique fera une chronique sur la com. Ensuite, Mina Yankamala, c'est la chronique psychologique. Et tout à fait à la fin, Martine Fazer, c'est la directrice de Radio Gaillac, mais c'est aussi la chronique de la culture selon Martine. Voilà un petit peu le sommaire de ce ZCL. Je vous salue de Pointe-à-Pitre à Marie-Galante, de Marie-Galante à Saint-Martin, de Saint-Martin à Paris aussi, où on nous voit aussi en Guyane et en Haïti. Eh bien, tout le monde qui est avec nous. Bien, bonjour. ZCL, c'est parti. Alors, je vous disais, on a commencé depuis le début de la semaine un tour d'horizon des radios associatives. Il y en a une trentaine en Guadeloupe, on va toutes les recevoir. On a choisi quelques-unes. Je vous l'ai dit, on a reçu déjà RHT avec Woody Corneli. On a reçu aussi hier Loïc Eligar, c'est le directeur de Saphir FM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'avantage de recevoir Jean-Philippe Rangassami, connu comme Pipo, directeur de Radio Soufaya. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour, merci beaucoup, Danick, de cette invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être invité à ton émission, de donner la parole aux autres radios, dites radios associatives, mais on va parler carrément de radio. Ce sont des radios. Alors, précisément pour nos auditeurs ou téléspectateurs de lointains qui ne connaissent pas encore Radio Soufaya, s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas, comment on peut définir cette radio? En fait, Radio Soufaya, c'est une radio, comme je l'ai dit, une radio associative qui œuvre effectivement au niveau de la culture. Notre but, effectivement, c'est de promouvoir la culture guadeloupéenne, mais aussi d'autres cultures, parce qu'on a des émissions, par exemple, Sans et Farine, des émissions reggae sur la radio, et aussi militants, effectivement, ce qu'on appelle des nouveaux talents, c'est-à-dire que ceux et celles qui n'ont pas forcément la chance d'être diffusés sur les autres radios, nous, on milite beaucoup pour ça. Mais nous sommes avant tout une association qui œuvre effectivement dans le domaine culturel, du sport, de l'environnement. Donc on touche un peu à tout. Et bien sûr, donner la parole aux auditeurs, donner la parole surtout aux jeunes. C'est-à-dire que c'est plusieurs fois, nous on va dans les écoles, on va dans les lycées, on va dans les collèges, afin de donner la parole donc à ces personnes. Une radio, on va dire, de proximité, parce que il y a beaucoup d'informations qui restent en tout cas cloisonnées donc au niveau des communes, au niveau des quartiers, et nous on est là pour servir effectivement de relais par rapport à ça, notamment des associations. On prend l'exemple à Sainte-Rose, c'est une commune où on est basé, c'est une commune qui a plus de 100 associations, donc c'est l'occasion pour la radio effectivement de promouvoir ces associations qui n'ont pas malheureusement la chance d'être entendues ailleurs. Entendu sur ce qu'on appelle les grands médias. Alors, Radio Soufaya, pourquoi Soufaya pour les gens qui ne savent pas, parce que tout le monde n'est pas saint-rosien. Voilà, Radio Soufaya, il faut savoir, existe depuis 1983. Ah, quand même. Donc, quand même, la libération des ondes par François Mitterrand. Et une équipe de passionnés, donc à l'époque de Sibi, il y a monsieur Tribla, monsieur Daniel Lozio, mon père Laurent Gassami. Qu'on connaît bien, qu'on salue d'ailleurs. Voilà, et qui ont monté cette radio. Et à l'époque, l'émetteur, effectivement, le site d'émission de la radio se trouvait à Soufaya, chez justement Daniel Lozio qui habitait donc voilà, maître K, on va dire, de Sainte-Rose. Et donc ils ont donné le nom de Radio Soufaya Altitude. Et il n'y a pas de raison que ça change. Et donc on a gardé le nom. Une façon RSA. Voilà, et Soufaya, c'est un grand site du côté de Sainte-Rose
où ils ont payé pour un petit bien souffrir tranquillement. Donc voilà. Oui. Alors, est-ce que pour une radio comme Soufaya, il y a des difficultés à gérer, à mettre en place, à garder les animateurs, etc. Comment ça s'organise au quotidien pour une radio associative? Mais Danny, très compliqué. Oui. Très compliqué parce qu'à l'époque justement de Daniel Lozio, de mon père, etc., il existait ce qu'on appelle le bénévolat, la passion de la radio. C'est-à-dire que les gars avaient leur métier mais venaient faire la radio. Venaient un coup de main, quoi. Comme voilà. On dit. Ouais. Aujourd'hui, faire de la radio, il faut limite embaucher du monde. C'est-à-dire que le bénévolat, même aujourd'hui, ça n'existe plus. Oui. Donc ceux et celles qui sont passionnés existent encore. Et c'est pour ça qu'on retrouve au niveau des radios des émissions qui sont plus le week-end. Oui, et la semaine, on a une grille d'antenne, en tout cas relativement pauvre, où on essaie d'aménager avec des chroniques et avec d'autres partenaires. Mais c'est assez difficile, tant au niveau humain que financier. Les animateurs ne veulent plus rester s'ils ne sont pas rémunérés, c'est ça la question? Voilà, c'est-à-dire que comment demander à un jeune, par exemple, de venir faire de la radio dans la semaine et il ne travaille pas. Donc automatiquement, on a tenté effectivement de mettre des emplois aidés et on peut dire que les radios associatives, ils sont des fournisseurs de d'autres radios. N'ayons pas peur de... Voilà, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup d'animateurs qui étaient chez nous dans, soit Guadeloupe Première pour ne pas les citer, ou RCI, etc. Des techniciens également. En fait, vous servez d'école, de centre de formation. De tremplin. Et voilà, et nous, on peut être fiers de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour dire que bon, il prend un animateur, nous. On n'a pas les moyens, effectivement, de les garder donc, tout le temps. Mais nous, après, les gens s'épanouissent sur d'autres radios, d'autres télés. Ça signifie que si vous faites un retour sur l'histoire de RSA, vous avez, entre guillemets, consommé combien de dizaines d'animateurs? Ah oui, non, ça, je ne peux même pas calculer ça. Ah bon? Il y a beaucoup d'animateurs aussi, des gens de la radio qui sont sur les autres médias. Non, c'est beaucoup d'animateurs qui passent. Voilà. Il y a ça aussi qui avait fait un coup de radio. Voilà, ceux-là, on les repère très vite. Aujourd'hui, pour faire la radio dite dans une radio associative, il faut être passionné. Il faut vouloir partager quelque chose. Ça peut être ou aimer Papillon, ou une fois émission si Papillon. Mais voilà. Donc il faut avoir la passion de partager. Et aujourd'hui, on a des animateurs. Je prends un exemple. On a la seule émission littéraire sur la Bande FM. Donc qui s'appelle. Se fait à quelle heure? Le mercredi à partir de aujourd'hui. Voilà, à partir de 15h. Animé par une passionnée de lecture, Céline. Et donc voilà. Donc c'est pour donner un exemple. Et la tâche est tellement difficile qu'au niveau de la radio, on a décidé de partager effectivement. Voilà, je suis le président de la radio et je gère toute la partie administrative qui est assez lourde. C'est lourd quand même l'administration. Ah oui, c'est très lourd parce qu'on a des comptes à rendre, à la CSA, au CSA, pardon, on a des comptes à rendre, il y a des bilans à faire et c'est tout le temps qu'il faut. La radio c'est H24. Il y a des pannes, il y a des donc il faut être là tout le temps. Des bugs. Ça a quand même évolué la radio. Entre le mouvement 83 où on avait deux platines et aujourd'hui on a un ordi, ça va quand même beaucoup plus vite. Heureusement. Heureusement, aujourd'hui, bientôt, on va diffuser ton émission par exemple sur RSA, mais l'ordinateur, on le programme et puis ça démarre tout seul. Il n'y a plus personne. Mais on doit être de toute façon derrière la machine. Parce que ça demande beaucoup de travail. La programmation, par exemple, je suis chargé de la programmation musicale, mais c'est tout le temps, je reçois par exemple 20 titres par jour. Mais il faut les écouter, il faut écouter les CD. Bon, nous, on n'est pas là non plus pour dire que oui, il y a une commission d'écoute, etc. On donne la chance donc, à tout le monde. Quand c'est pas bon, on ne va pas le diffuser pendant des mois. Donc, mais est-ce qu'il y a une couleur RSA aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, dans les radios commerciales, quand un artiste sort un CD, par exemple, on dit ouais, mais ça va rentrer en couleur au format, c'est trop long, c'est trop court, notre format c'est ça, etc. Est-ce que RSA a ce type de réaction? On est anti-format. On est anti-format. J'ai comme je le dis souvent, l'artiste crée.
Oui. Et nous, les radios, on aime, on n'aime pas, voilà, on est là pour diffuser le son. Dès que c'est bon, donc on diffuse. RSA diffuse, on va pas dire de tout, mais on passe de la musique urbaine au gros cas, où on est très donc axé sur le gros cas, le zouk. On a un père qui s'appelle Laurent. Oui, gros cas, bien sûr. Lui, depuis 83, il fait son émission donc spéciale gros cas le lundi soir. Et voilà, avec des auditeurs incroyables. Pour la petite histoire, nous sommes restés une semaine sans émission. Laurent vient un lundi, je venais de mettre l'émetteur en route. Il pousse son curseur, déjà une dizaine d'appels. Les gens sont là, ils ont un rendez-vous. Oui. Voilà. Et c'est ça la radio. La radio, quand tu fais la radio, c'est un animateur et un concept. Donc ça, c'est les deux, tu peux avoir un bon concept, mais si tu n'as pas un animateur derrière, voilà. Et aujourd'hui, pour répondre à ta question, à la difficulté, j'ai avec moi donc le responsable des émissions, Monsieur Patrice Jean, qui fait un travail formidable. C'est-à-dire que c'est lui, il est un peu le directeur d'antenne de la radio. C'est lui aujourd'hui qui gère les émissions, etc. Parce que pourquoi? On est en radio depuis longtemps et il faut aussi savoir donner la chance à d'autres de voir leur vision de comment il voit la radio. Et lui, il emmène donc d'autres concepts, donc et ça se passe. Alors l'autre question, puisqu'on parle de programmation, c'est le contenu musical, parce que on a tendance à dire que toutes les radios associatives font de la musique et que ça, et jouent la même musique et essaient de faire ce qu'on fait dans les radios commerciales. Est-ce que RSA, qu'est-ce qui différencie du point de vue de la playlist RSA des autres radios? Quelle est la tendance ou bien les temps forts musicalement parlant? Voilà, le RSA en fait, c'est une radio qui ose. Oui. Qui ose, c'est-à-dire que nous, on n'a pas, comme on dit, on n'a pas de format, et au niveau musical, nous, on diffuse de tout. Aujourd'hui, par exemple, à partir de 13h à 15h tous les jours, on fait ce qu'on appelle la nouvelle scène créole. Oui. Donc, acoustique, la musique acoustique, etc. Au lieu de faire du boléro, etc., qu'on retrouve bien sûr le dimanche, parce que c'est grand monde là. Il y a des fans pour ça. Ah oui, commander ça. Mais nous, on défend donc cette couleur de Guadeloupe qui passe du gros cas au zouk, musique caribéenne, etc. Donc, on n'a pas on peut pas dire que RSA c'est une couleur, c'est un format, on est très caribéen. Est-ce que ça arrive à RSA de découvrir des talents, c'est-à-dire avoir, je dis ça pourquoi, parce que moi aussi j'ai une expérience radio et je me souviens qu'on était à Éclair, on a eu l'occasion, on a lancé, je dis aujourd'hui, elle le sait, on a lancé Leila Chico à l'époque avec Marie Adèle et tout ça, vraiment on a bombardé mon Leila Chico, qui n'était pas une excellente chanteuse, il faut le dire quand même, pas trop fort, mais qui est devenue voilà. Leila Chico, quand elle a commencé, fouiller un petit peu la chanson, mais enfin, aujourd'hui, est-ce que vous aussi, vous découvrez des talents de ce type-là? On découvre les talents. On fait que ça parce que on a même un jingle RSA militant de tous les talents. C'est-à-dire que voilà. Le truc, c'est que nous, on aime faire ça. Le retour après. Donc voilà, j'espère que Leila Chico elle est consciente que vous l'avez lancé. Moi je veux dire qu'avec Mario, nous voilà, mais c'est ça. Elle C'est-à-dire que nous, ça nous arrive franchement de pousser donc les artistes et après donc les autres radios prennent le relais. Nous on le fait tout le temps. Oui. On le fait tout le temps. Maintenant, là, environ 50% d'entre eux te regardent après. Voilà. Mais ils oublient. Ils oublient là, ils vont oublier là, ils sortent. Qui m'a un petit coup de pouce là, voilà. qu'on ne leur donnait pas dans d'autres radios. Alors, autre question qui se pose aussi, c'est la question de l'information. Alors, hier, Loïc Eligard de Saphir nous expliquait qu'ils ont pris le pas de diffuser un certain nombre d'infos, une petite part des flash infos horaires. Est-ce que RSA a cette vocation aussi? Parce que il faut le dire, l'information attire aussi les auditeurs. Moi, dès que j'ai pris cette radio, j'ai eu l'exemple de la radio que tu dirigeais à l'époque. Oui. Vous diffusiez à l'époque RFI, je crois. Oui, RFI, voilà. Radio Gaillac. Oui. Radio Gaillac, où je disais, mais ça c'est formidable. Oui. Comment on fait pour diffuser les radios? Parce qu'il ne faut pas nous peut pas être à l'antenne qu'à Bourron qui
fournisseur à 13h, comment on fait? Donc on a cherché et on a trouvé des fournisseurs d'infos. Sauf qu'il n'y avait que de l'information donc nationale. Oui, donc, française, quoi, franco-française malheureusement. Voilà, mais finalement, avec effectivement Saphir et d'autres radios donc, de Guadeloupe, on a un fournisseur aujourd'hui d'infos locales. Donc on diffuse de l'information donc, locale et également nationale et internationale. Donc c'est essentiel. Mais ça reste quand même la radio, notre radio, en tout cas RSA, on veut vraiment être sur l'information de proximité. C'est-à-dire que dès qu'on a la possibilité de le faire, avec notre enregistreur, on enregistre donc un élu, un président d'association qui fait une manifestation et on le rediffuse donc à l'antenne. Mais l'information, c'est essentiel. Je le disais aussi hier avec Saphir, vous avez développé un nouveau concept de mutualisation, c'est-à-dire des choses qui passent sur Saphir passent sur RSA. Pourquoi cette mutualisation et qu'est-ce que ça va entraîner? Est-ce que ça va s'amplifier ou bien c'est juste un coup? Non, alors c'est pas un coup, ça fait un moment qu'on pense à ça, hein. Ça fait un moment, on a eu l'occasion de le faire justement sur des opérations ponctuelles, mais il faut savoir que c'est une demande aussi du CSA. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on va demander des subventions, par exemple, au ministère de la Culture, on voit que les radios échangent des programmes, ça nous ramène, entre guillemets, des points. C'est-à-dire que, voilà. Et l'idée aussi, c'est de dire que, bon, RSA qui diffuse, par exemple, sur DR et que Saphir n'arrive pas à DR, donc l'idée, c'est d'échanger et de montrer à d'autres qu'est-ce que font les radios, qu'est-ce que fait RHT, qu'est-ce que fait RSA. Et ça fonctionne très bien. On a démarré avec la RELCA le mercredi avec Saphir, qui est diffusé en simultané sur RSA. Et le Big Nostalzouk que j'anime le dimanche matin est diffusé également. RSA n'arrive pas, par exemple, sur Capesterre. Saphir prend le relais. Il y a des zones où RSA... Voilà. Et je trouve ça formidable. Ça montre aussi que entre nous, présidents d'associations responsables de radio, il y a des complicités, on veut faire des choses ensemble. Il y a de la mutualisation. Et nous pas en compétition. Voilà, surtout que nous pas en compétition. La preuve aujourd'hui, et je le dis haut et fort, si RSA continue à émettre, c'est grâce à Saphir, donc qui nous a passé un émetteur suite à Maria, et RHT, Cornélie et son fils, qui sont nos techniciens et qui ont tous les jours à la souffrière depuis quelques jours. Voilà, donc c'est des beaux apporter manœuvre, c'est pour bien montrer que nous, on est dans cette dynamique-là et ce sont des gens formidables. Et ça m'amène à une autre question, la question du médiamétrie qui est un petit peu le juge de paix, un petit peu de l'audience ici. Alors, on sait que globalement, les radios associatives représentent environ 2,5% de l'auditorat guadeloupéen. Est-ce que vous pensez, on peut penser, Jean-Philippe, que cette audience puisse augmenter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudra pour la faire augmenter? Alors hier, il y a 2 jours, monsieur le directeur de Zouk News nous disait que quelquefois les sondages médiamétrie, il faut les prendre avec des pincettes. Quelle est votre opinion sur les sondages? Bon, je vais dire 2 choses. Pour être au niveau médiamétrie, il faut payer. Oui, premièrement. Ça c'est la porte d'entrée. Hein. Je paie aujourd'hui. RSA, voilà. RSA, voilà. Voilà. C'est comme ça se passe. Il ne faut pas se leurrer. Donc, c'est comme ça. Il y a un jeu qui se... Est-ce que, par exemple, si on rentre dans une démarche purement commerciale, on va dire qu'effectivement, médiamétrie, il faut qu'on s'y mette. Maintenant, aujourd'hui, notre rôle, on n'est pas là pour faire du radio commercial, chercher de la pub, etc. Donc, mais c'est vrai qu'il faut qu'on puisse être plus présent sur la bonne FM. Et ça, je dis ça à mes collègues de radio parce que je suis également le président de la Fédération des radios associatives de Guadeloupe. Il faut qu'on puisse, même si on fait du bénévolat, même si on fait de la radio associative, mais qu'on puisse se professionnaliser. C'est-à-dire que faire les choses correctement. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'être à l'antenne, il y a une façon de programmer, il y a une façon... Et peut-être aussi, avec ça, qu'on puisse mettre tout le monde à un niveau et peut-être permettre effectivement de passer de 2,5 à 5% comme à la Martinique, je crois. 20% en Martinique. Les radios associatives martiniquaises font environ 20%. 20%. Mais je pense qu'au niveau média, il faut revoir ces chiffres-là parce que moi,
je sais pas. Oui. Je sais pas, je peux pas dire que voilà, mais ça m'étonne quand même que ce soit seulement 2%. 2%. Alors, l'auditeur qui écoute RSA, comment est-ce qu'on a une idée de ce qui est son profil? Est-ce que c'est un jeune, c'est des gens uniquement de Sainte-Rose, de la région Lamentin, ou bien est-ce que ce sont des femmes, des hommes? Est-ce qu'il y a une étude que fait? Parce que c'est important ça aujourd'hui, de définir le profil de son auditorat, de manière à ce que la radio puisse toucher d'autres personnes, si c'est pas le cas. Voilà, on a essentiellement un public de plus de 25 ans. Plus de 25 ans. C'est-à-dire qu'on a tenté à un certain moment de dire qu'on va faire de la radio pour les jeunes. Oui. On ne va pas pouvoir retirer les jeunes sur la radio. Voilà, non, ça ne va pas être possible. Oui. On va créer des concepts pour donner la parole aux jeunes. Oui. Mais les auditeurs, effectivement, derrière ça, c'est de plus de 25 ans. Oui. Et, plus hommes ou plus femmes? Bon. On regarde ceux qui téléphonent déjà, on a voilà, mais c'est plus les femmes qui aiment appeler à la Ah, c'est plus les femmes. C'est plus les femmes qui aiment appeler à la radio. Oui. Je prends par exemple mon émission sur 10 femmes, sur 10 personnes, j'ai 8 femmes par exemple. D'accord. Bon, peut-être aussi. C'est pas lié à l'animateur quelquefois Peut-être. Peut-être. Et après, effectivement, il y a un travail qui se fait, mais il faut savoir que RSA aujourd'hui, c'est beaucoup d'auditeurs un peu partout. Oui. Un peu partout, Sainte-Rose, Lamentin, Bémao, un peu partout, le Gosier, voilà. Et aujourd'hui, des auditeurs, même au niveau d'Angola, surtout avec l'émission Rétro Zouk, oui. Les gens sont friands, mais vraiment de Zouk, de notre Zouk. Parce que la radio sur la bande FM aussi. Voilà. Oui. Et sur le net. Internet, oui. On a notre application iPhone, Android, on est sur Internet, on est sur pratiquement beaucoup de plateformes qui diffusent les radios. Donc on est au niveau des États-Unis, on a des appels un peu partout et on peut aussi vérifier ça par rapport à notre flux Internet qui nous dit effectivement il y a tant d'auditeurs sur telle ou telle partie du monde. Ça vous arrive d'avoir des appels de France par exemple? Ah oui, beaucoup. Oui. Aujourd'hui par exemple l'émission Big Nostalgie le dimanche et l'émission de Laurent, on a beaucoup d'appels et beaucoup d'auditeurs. Aujourd'hui le phénomène direct live, effectivement, Facebook a contribué beaucoup à exploser, effectivement, notre... Ce week-end, il y avait une petite émission, un petit différent entre Francky et Léandri. Ah oui, je vois que tu as écouté. Oui, il y a quelqu'un qui est intervenu pour donner quelques précisions là-dessus. Exactement. Bon, il y a quelqu'un et c'était en métropole, qui a appelé et qui voulait donner des précisions par rapport à ces deux titres-là. Mais je ne voulais pas trop rentrer dans les détails. Mais voilà, mais c'était l'idée, l'émission, effectivement, Big Nostalgie, l'idée c'est ça, c'est pas de diffuser de la musique simplement, mais c'est de donner des anecdotes et de raconter l'histoire de notre musique. Oui. Donc je le fais comme ça à travers des voilà et les gens appellent et j'ai beaucoup d'auditeurs sur Paris le dimanche matin. Pourquoi? On est dimanche matin, à quelle heure l'émission? À 9h. 9h. Il est 15h à Paris. Les gens, il y a Fred, il y a là, il y a machin, voilà. On regarde télé France. Ah ouais, donc voilà. À tel point que ça m'a compliqué un petit peu la tâche parce que je suis seul à gérer tout le dimanche, comme beaucoup d'animateurs d'ailleurs. Et j'ai fait une fois, dès qu'on avait lancé le direct live Facebook, j'ai fait une fois direct live Facebook. Maintenant, les gens demande tout le temps. Oui. Donc tu es obligé maintenant de gérer le direct live Facebook et en même temps l'antenne. Alors dernière chose sur le problème de la couverture, j'avoue que quand je descends dans le sud Bastère, j'ai du mal à capter RSA. Quand j'ai du mal, que ça passe pas du tout, c'est dû à quoi? Le fait qu'il n'y a pas un relais sur la citerne, c'est pas possible d'avoir une autre fréquence. Voilà, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir plusieurs fréquences. On attribue des fréquences plus aux radios au entre guillemets. Voilà. Et il faut derrière, voilà. Mais est-ce que, donc c'est pour ça que nous on se fédère. On se fédère avec les autres radios, par exemple Climax, il faut que je les rencontre pour savoir dans quelle mesure nous on peut diffuser. Un beau comptage, comme on dit. Ah oui. Donc et l'idée c'est ça. L'idée c'est pas de faire d'étendre sa couverture. On n'est pas forcément dans cette démarche, même si aujourd'hui avec Internet. Mais je pense qu'avec la radio terrestre numérique qui va arriver, on va pouvoir régler ce problème. Mais c'est vrai que RSA a arrivé à Cap-Esther, donc par rapport à la topographie, on peut pas aller au-delà. Mais bon,
ça permet à mes collègues de RHT et d'autres radios puissent occuper le terrain. Aujourd'hui, moi je me dis, il faut qu'on puisse faire bien sur notre zone d'écoute. Oui. Donc c'est l'objectif. Il faut être le nombre de Roanne. C'est Sainte-Rose jusqu'à Pointe-à-Pitre. Non, on couvre une grande partie de la Grande Terre. Oui. Moule, Saint-François. Voilà, pratiquement toute la Grande Terre. Et les îles du Sud, non pas les îles du Sud. Oui, quelquefois, oui. Ça dépend. Donc, mais bon, on ne peut pas trop pousser l'émetteur sous peine de nous un peu de nous sanctionner parfois. Mais on passait du côté de même Marie-Galante, la radio à un certain moment passait sur Marie-Galante. Mais aujourd'hui, maintenant, grâce aux applications, comme je l'ai dit, et Internet, les gens écoutent la radio partout. Il faudra peut-être rappeler la fréquence pour les gens qui nous écoutent sur RHT, qui nous regardent en ce moment en Guadeloupe, la fréquence de RSA. Voilà, la fréquence de RSA, c'est 88.5, donc FM. Oui. Et je rappelle, les applications Radio Sophia Altitude sont disponibles gratuitement. Voilà, www.radio- sophia-altitude.com. Altitude.com. Bien, Jean-Philippe, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Nous dire ça. Non, c'est nous qui vous remercions. Et puis on espère très prochainement avoir Sophia, avoir aussi Safir et RHT sur la bande FM, mais en même temps aussi le ZCL sur la bande FM. Je pense que ce sera une bonne chose pour les téléspectateurs, pour les auditeurs, et là qui en voiture, ou d'autres personnes en voiture pourront, dans la région de Sainte-Rose, capter le ZCL. Ne sont pas devant leur télévision. Nous mettre ça en route très rapidement. En tout cas, merci. Il est 12h53. On va tout de suite revenir à l'actualité. Et là, on va revenir sur une actualité qui est un petit peu particulière. Il s'agit de sans doute l'influence des réseaux sociaux et de la violence dans les milieux scolaires. Il y a eu ce jeune qui s'est fait pratiquement agresser par un de ses confrères à l'école. Ça a suscité bien sûr la réprobation de beaucoup de personnes et c'est la raison pour laquelle l'équipe de Canal 10 et du ZCL a voulu faire un micro-trottoir sur cette histoire. Chris Kevier, Stanley Manico, reportage et micro-trottoir. Sur les réseaux sociaux, on peut voir une vidéo d'un jeune qui violente un autre jeune. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas normal. C'est pas normal sur les lieux scolaires. Je l'ai déjà vu sur WhatsApp. Oui. Moi, je l'ai vu. En fait, je sais pas vraiment d'où vient le pourquoi du comment. Je sais pas pourquoi on l'a frappé. Donc c'est vrai que dans un établissement scolaire, qu'il y ait de la violence comme ça, que ce soit filmé, c'est pas quelque chose de très bien, on va dire. Comment auriez-vous réagi en voyant votre enfant subir de telles violences? Par contre, je serais allée sur les lieux tout de suite. Après, je serais allée et puis j'aurais cherché à voir ce jeune homme-là, voir la direction déjà de l'école. De toute façon, automatiquement la réaction, c'est de réprimer. Automatiquement, en tant que parent, c'est de réprimer. Ce sont des gestes qui sont justifiés? Non, je sais pas. Pour moi, dans un établissement scolaire, surtout, on ne doit pas avoir recours à la violence, peu importe le motif, en fait. Nous, les parents, on est en train de faire monter un peu la malaise par rapport à ce qu'on a vu. Or, aussi, on est des parents. Alors, c'est vrai que c'est méchant, c'est très dur ce qu'on a vu, mais je trouve qu'en tant que parent aussi, faire circuler le message, moi, je ne suis pas tellement pour. Ça fait que inciter les autres à reproduire la même chose. Pour vous, quelles sont les causes de ces comportements? La jalousie. Celui-là en a, l'autre n'en a pas. Et il sait très bien à qui il s'est adressé. Il a vu qu'il était soumis, le petit jeune, il avait peur de lui. C'est sans doute l'éducation, l'éducation qui est sans doute mal faite. Moi, je pense que déjà c'est l'éducation, c'est sûr. Et puis je pense que le fait qu'il y ait du monde autour, celui qui frappait a voulu montrer que voilà, il ne se laisse pas faire. L'éducation des parents a changé maintenant. Famille là, c'est là bida rabati. Après effectivement, nous série effectivement peut-être des contextes cas. Inciter ces jeunes là à faire des bidons comme ça. Je pense que les autorités peuvent quand même intervenir, même si on voit qu'à la fin, il y a quelqu'un qui calme un peu celui qui frappe. Et les autres ne disaient rien. Il y en a un qui s'est interposé en disant l'essaye. Oui, je l'ai vu sur WhatsApp. Ça m'a choqué. Radio, respecter les autres et pas rentrer effectivement dans des vieilles larelles comme ça. Quand il y a 10 ans de lui, savent si qui pied bois et qu'à monter.
Voilà, on reviendra bien évidemment sur cette question tout à l'heure avec le président de la FAPEG, Michel Gédéon, qui est déjà dans nos studios. On revient sur une actualité qui est très chaude en ce moment, c'est la question des contrats aidés. Vous savez que le gouvernement de Macron a décidé la suppression de l'ensemble des contrats aidés en France et donc en Guadeloupe. On croyait, jusqu'ici, nos élus croyaient que les contrats aidés allaient être maintenus. Il se trouve que le gouvernement français, il n'y a pas de marche et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des élus, conseil général, conseil régional, mais aussi les parlementaires se sont réunis hier à la préfecture pour dire au préfet de la Guadeloupe leur mécontentement, pour l'exprimer au grand jour. Cette réunion s'est tenue donc pendant plus de 2 heures. Nous allons écouter successivement le président Chalus, mais aussi Madame Josette Borel l'incertain. Et en fin de parcours, on écoutera aussi monsieur le préfet de la Guadeloupe, monsieur maire. Mais pour l'instant, revenons sur cette actualité des contrats aidés, reportage à Basse-Terre de Jean-Luc Anani. À l'unanimité, nous n'avons pas accepté des propositions qui ont été faites sur la réduction des contrats aidés. Ce que nous voulons, c'est que le gouvernement puisse maintenir ses engagements vis-à-vis de la Guadeloupe. Je me rappelle encore en 2016-2017, j'ai eu plusieurs interventions au niveau de l'ancien gouvernement où le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, m'a donné son accord pour pouvoir maintenir les contrats aidés en Outre-mer. Suite à une réunion avec le président de la République, M. François Hollande, avec les parlementaires ultramarins, il a encore maintenu, il m'a confirmé le maintien de ces contrats aidés. Aujourd'hui, on ne peut pas l'accepter. Vous savez les difficultés que nous avons. Aujourd'hui, cela me donne raison sur un peu notre proposition de parler du nouveau modèle économique, comment pouvoir développer de nouveaux métiers pour nos jeunes Guadeloupéens, la création d'emplois. Et je suis vraiment aujourd'hui satisfait d'entendre les chiffres de l'INSEE où il y a eu 1150 créations d'entreprises en Guadeloupe, 950 créations d'emplois dans le petit commerce et l'artisanat. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire une motion pour pouvoir signer ensemble avec tous les élus qui étaient présents à cette réunion et par la suite, s'il le faut, ne pas assister aux assises de l'outre-mer tant que le gouvernement ne prendra pas une décision pour pouvoir accompagner, je le dis, accompagner les collectivités, les maires qui ont des difficultés. Nous connaissons les difficultés des communes en matière financière, donc on ne peut pas accepter cela. Nous attendions autre chose de cette réunion de ce soir. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce qu'il y a une coupe sèche. La brutalité de la décision du gouvernement nous interpelle. Je dirais presque que c'est un manque de respect vis-à-vis des élus que nous sommes. Nous sommes des élus de terrain, nous sommes conscients aussi des difficultés pour l'État de gérer, je dirais, au mieux le budget de l'État. Cependant, il y avait à prendre en compte l'élu de terrain, à nous rencontrer et à nous solliciter pour qu'on fasse des propositions. Donc il y a eu une décision brutale que nous ne pouvons pas accepter. D'autant plus que quand on parle de contrats aidés, nous parlons d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes. Des gens qui, je dirais, travaillent pour avoir un minimum parce que c'est aussi, comme on dira, c'est aussi des emplois au rabais. Cependant, ce sont des emplois qui permettent à des hommes et à des femmes de pouvoir avoir la dignité de dire « je travaille ». Donc aujourd'hui, ce que nous propose l'État ne nous convient pas. Donc ce que nous demandons, c'est que nous gardions le même nombre que nous avions en 2016, en 2017 et en 2018. Entre-temps, il y aura les assises de l'outre-mer et durant ces assises, nous pourrions envisager de traiter ces sujets d'emploi aidé, d'emploi tremplin, de façon à ce que nous puissions vraiment prendre en compte la difficulté du terrain, prendre en compte aussi les exigences que nous avons vis-à-vis de ces hommes et de ces femmes qui sont le plus souvent au chômage. Donc nous avons posé cette question que l'État revienne sur le nombre. D'abord, j'ai entendu les préoccupations des élus de la Guadeloupe. Les propositions que je leur ai faites leur ont paru insuffisantes. Avec les moyens, en utilisant tous les moyens dont je dispose, je suis en mesure de renouveler tous les contrats aidés qui arrivent à échéance avant la fin de l'année. Et néanmoins,
J'ai noté une volonté de dialogue et de travail en commun pour traiter cette difficile question des contrats aidés, c'est-à-dire la question du retour vers l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées. Et cette réflexion pourra tout à fait trouver sa place dans le cadre des assises des Outre-mer. Il demande davantage. Encore une fois, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire avec les moyens à ma disposition. Voilà, il est 13h02 dans le ZCL. On prend d'abord la pause de publicité, puis on se retrouve tout à l'heure avec le président de la FAPEG, Michel Gédéon, en direct dans le ZCL et en direct bien sûr sur RHT, en attendant de l'être sur Soufaya Altitude et sur Saphir FM. Voilà, pause pub, ne quittez pas, nous quoi ouvrir. Voilà, 13h08, retour sur le ZCL en direct de RHT. Et avant de donner la parole à Michel Gédéon, qu'on salue, bonjour. Bonjour. Président de la FAPEG, Fédération des parents d'élèves de la Guadeloupe. On va faire un retour sur l'actualité avec tout de suite les titres. Violence au collège Cap du Lamentin, un jeune giflé par un autre. Nous avons eu tout de suite les réactions et un micro-trottoir. Contrat aidé. Les élus hier à la préfecture ont exprimé leur mécontentement face aux dispositions prises par le gouvernement français. Et puis nous allons à la rencontre d'un sculpteur petit bourgeois. Il s'appelle Joseph Dessibris. Si vous ne le connaissez pas, vous le verrez tout à l'heure. Bien évidemment, on parlera aussi de cette conférence sur la préservation des océans et aussi comment devenir maître restaurateur. Voilà un petit peu l'ensemble des titres. Tout de suite, la parole, donc, je vous le disais, à notre second invité. Il s'agit de Michel Gédéon. Michel Gédéon, c'est le président de la FAPEG. Depuis la rentrée scolaire, on peut dire qu'en dépit de ses efforts, le recteur n'a pas toujours été bien vu, aussi bien des syndicats scolaires, puisqu'on a vu les syndicats monter au créneau sur plein de sujets, notamment sur la question saint-martinoise, mais aussi après le passage du cyclone Maria en Guadeloupe, il y a eu quelques petites hésitations, on peut dire quelques bugs. Michel Gédéon, bonjour. Est-ce que, de votre point de vue, tout va bien en ce moment dans l'éducation? Je ne pourrais pas dire ça. Bien évidemment, ce serait difficile de dire une chose pareille. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des problèmes qui nécessitent quand même qu'il y ait, j'ai presque envie de dire, une mobilisation de tous les acteurs de l'éducation. Une mobilisation, vous dites? Une mobilisation, oui. Quand je dis mobilisation, ce n'est pas pour descendre dans les rues. Oui. Mais il faut que, en tout cas, que tous les acteurs de l'éducation puissent peut-être parler de la même voix et qu'on puisse se dire qu'au bout, il y a la réussite de nos enfants. Donc, je crois que tous ceux qui sont impliqués là-dedans, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents d'élèves ou l'administration, il y a cette volonté en finale de permettre à ce que nos enfants puissent réussir. C'est vrai que parfois, il y a un discours qui peut changer d'une organisation à une autre, mais là, je crois quand même, c'est vrai, c'est une rentrée qui a été difficile, une rentrée qui a été reportée. Donc, nous avons eu la rentrée avec pratiquement un mois de retard. Donc c'est vrai, donc il y a de sérieux problèmes, notamment sur Saint-Martin. Oui. Et donc les problèmes. Je vais vous dire à propos de la rentrée, vous savez que plusieurs personnes qui sont passées ici depuis la rentrée, les rentrées, se sont toutes exprimées dans le même sens, disant est-ce que c'est judicieux de maintenir la rentrée scolaire en septembre, alors que traditionnellement en Guadeloupe, on faisait la rentrée en période où les cyclones étaient moins apparents, c'est-à-dire au mois d'octobre. Oui, c'est vrai que cette question. Ce débat a fait surface tout de suite après le cyclone Maria. Oui. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, le dernier cyclone qui a touché la Guadeloupe, c'était Hugo en 1989. Oui. Donc nous n'avons pas des cyclones. Mais il y a eu Lucie Marilyn quand même. Oui, mais c'était Mathieu aussi. Voilà, mais nous n'avons pas des cyclones chaque mois en début de septembre. Maintenant, déplacer la rentrée, et ça suppose également toucher à d'autres éléments, notamment les vacances scolaires, notamment également le nombre de semaines de cours des
des enfants, l'organisation de l'école. Donc il faut quand même un débat, mais il ne faut pas que ce débat-là se fasse sous le coup de l'émotion. Donc je crois personnellement, j'aime pas trop l'émotion. Il faut qu'on puisse réfléchir sérieusement et voir les implications. Il y a ce problème-là, mais il y a aussi la question de nos enfants qui s'inscrivent à l'université, dans les facultés en France. Oui. Et ces enfants-là sont en compétition avec d'autres. Et nous avons vu comment c'est difficile aujourd'hui. Les places sont chères. Absolument, les places sont chères. Comment c'est difficile aujourd'hui de s'inscrire à l'université. C'est la croix et la bannière. Oui. Donc, il faut effectivement engager. Moi, je ne suis pas contre qu'on puisse engager cette discussion, mais que l'on fasse sereinement, avec des éléments sérieux, pour effectivement emmener du coup, la FAPEC ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Nous n'avons pas de position officielle, mais nous disons quand même qu'il faut faire preuve de prudence. N'abordons pas ce genre de questions sous le coup de l'émotion, surtout parce que j'ai entendu, effectivement, il y a énormément de gens qui téléphonaient sur les radios ou dans les réseaux sociaux qui disaient que oui, il faut déplacer la rentrée, il faut que la rentrée se déplacer, la remettre au mois d'octobre. Voilà. Comme avant, oui. Je rappelle qu'avant, la sortie c'était le 13 juillet, la rentrée c'était le 2 octobre à peu près. Cela dit, la sortie n'a pas tellement changé. On sait très bien qu'on a des établissements scolaires. Dès le mois de juin, les cours sont en pointillés, le plus souvent à cause des examens. Alors est-ce que réellement, en termes de quantité d'heures de cours, de semaines de cours, on a gagné avec ce système? Oui, là il y a un véritable problème qui se pose. Et c'est vrai que ce débat-là, il est lancé concernant ce qu'on appelle la reconquête du mois de juin. Voilà, cette fameuse reconquête. Maintenant, il faut que tout le monde puisse accepter de reconquérir le mois de juin. Oui. Déjà, les enseignants, il faut que les enseignants, effectivement, acceptent de reconquérir ce mois de juin. Il y a également le programme des examens, parce que ça aussi, il faut peut-être voir comment on peut peut-être repousser ce programme des examens. Il y a aussi, dans les établissements scolaires, quand on récupère les livres, le matériel scolaire, dès la fin du mois de mai, on ne peut pas reconquérir le mois de juin. Il y a aussi la responsabilité des parents. Il faut tout revoir en fait. Il y a des parents aussi, il faut le dire, même si nous sommes une fédération de parents d'élèves, qui prennent des billets, qui achètent des billets, qui commencent à payer leurs billets dès le mois de janvier. Et pas seulement les parents, parce que j'ai vu un document du rectorat demandant aux enseignants d'être présents, de ne pas partir en congé avant juillet. Oui, donc l'année dernière, effectivement, à la fin de l'année, donc le recteur a dû faire sortir une note incitant les enseignants à rester à leur poste, en rappelant qu'il y a l'obligation du service fait dans l'administration. Et voilà. Donc c'est vrai quand même, c'est un dossier général. Donc je crois que très lourd, très lourd, parce qu'il y a la question des examens au mois de juin, et c'est vrai que ça désorganise un peu les établissements scolaires. Maintenant, surtout les lycées. Absolument. Dans les lycées, à la fin du mois de mai, pratiquement les cours, les enfants viennent je parle en connaissance de cause, ils viennent en pointillé aussi à l'école. Oui, il y a une démobilisation totale, donc on considère que tout se joue pratiquement au cours du premier et du deuxième trimestre, et même concernant l'orientation, parfois, même concernant l'orientation, on dit aux enfants au conseil de classe de deuxième trimestre, bon, c'est fait, c'est gagné, quoi. Donc il y a des élèves qui arrivent un peu démobilisés lors du troisième trimestre. Je crois que là, il y a une responsabilité collective. Donc il faut que nous puissions, quand je dis tous les acteurs de l'éducation, que nous puissions nous dire il faut quand même peut-être travailler légèrement plus au cours de ce mois de juin pour le bien de nos enfants. Alors ça, c'est un vœu pieux, on va le dire comme ça. L'autre sujet, c'est un sujet moins chaud, mais il l'est quand même, c'est la question des cours l'après-midi. Alors vous savez que dans certaines îles de la Caraïbe, pour des raisons qu'on comprend évidentes, on enseigne plus le matin que l'après-midi, de 14 à 15, un cours de maths ou d'histoire en Guadeloupe en plein soleil, enfin je dis en plein soleil parce qu'il fait très chaud l'après-midi et les classes ne sont pas climatisées. La FAPEC y pense aussi? Sur cette question-là, j'ai presque envie de dire que c'est la raison même de la création de la FAPEC. C'est la question de l'école. Donc nous disons qu'il faut effectivement un grand débat autour de l'école. Nous cessons de le répéter. Et nous, quand nous parlons de ça, nous disons qu'il faut surtout se pencher sur l'enfant. L'enfant au centre du débat. Et il y a eu l'année dernière un grand débat sur les rythmes scolaires, mais pour nous, ça rentre également dans les rythmes scolaires. Parce que déjà, il y a la question de la restauration, il y a la question du transport scolaire, mais il y a aussi la question des enseignements et du positionnement des enseignements dans la journée. Nous vivons une réalité géographique. Nous sommes placés sous les tropiques.
Oui. Donc c'est vrai qu'il fait excessivement chaud. Nous ne sommes pas en France. Il fait excessivement chaud dans nos établissements scolaires. Oui. Donc il faudrait soit les climatiser ou alors... Oui, il y a la question de la climatisation. Oui. Il y a la question de la climatisation. Je crois que pendant longtemps, on s'est dit que ouais, il y a des gens, pourquoi climatiser les salles de classe? Mais je rappelle, il faut le dire, les enseignants sont les seuls fonctionnaires à travailler dans des espaces non climatisés. Oui. On n'a qu'à visiter tous les fonctionnaires, on verra qu'ils ont des bureaux climatisés. Oui. Pourquoi ne pas climatiser les salles de classe? Parce que c'est vrai, travailler dans des salles de classe climatisées et travailler dans des salles de classe où il fait 40 degrés, ce n'est pas pareil. Donc là, effectivement, c'est une réalité. Mais concernant le positionnement, effectivement, des enseignements dans la journée, ça, c'est un vrai débat et il ne faut pas le sous-estimer. Parce qu'il y a, et on s'est rendu compte d'ailleurs, parce qu'il y a eu dernièrement une étude qui a été réalisée, et cette étude-là montre qu'il y a des périodes d'attention au niveau de l'élève. Donc nous devons tirer des enseignements de cette étude et surtout peut-être appliquer ce qui en est ressorti. Alors avant de parler de cette réunion qui s'est déroulée hier à la préfecture, je voulais un peu revenir avec vous en tant que parent pour FAPEG sur la question de la violence scolaire. Alors on parlait souvent de signalement, on disait bon, il y avait même au rectorat quelqu'un qui était chargé un petit peu de vérifier un peu tous les signalements. On a vu il y a quelques jours dans un établissement scolaire, des gendarmes sont entrés. Comment abordez-vous cette question de la violence scolaire qui, semble-t-il, commence à croître dangereusement? C'est vrai que pendant longtemps, on a pensé que les écoles et les églises, par exemple, étaient en dehors de la société. Donc c'était des endroits sacrés. Oui. Aujourd'hui, on se rend compte, voilà, des sanctuaires. Aujourd'hui, on se rend compte que l'école, effectivement, fait partie de la société. Oui, c'est le reflet. Donc c'est le reflet de cette société. La violence qu'on trouve à l'extérieur, aujourd'hui, pénètre dans l'école. Et il y a là une responsabilité collective. Parce qu'on se rend compte qu'on a des enfants, qu'il y a un certain nombre d'enfants, pas tous les enfants, quelques enfants qui sont aujourd'hui de véritables caïds. Qui ont des méthodes très très violentes. Et on l'a vu sur les réseaux sociaux. Oui. Donc là, il y va de la responsabilité des parents. Mais c'est vrai, parfois, il y a des parents qui sont dépourvus, qui ne peuvent plus gérer ces enfants-là. Il y va de la responsabilité de la société. Je crois qu'il ne faut pas hésiter parfois. Et parfois, on a trop de tendance à laisser courir ce genre de situation. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne peuvent pas rester dans ce système scolaire. Oui. Il faut les enlever. Parce que éradication des éléments violents ou perturbateurs dans le système scolaire. Non, je ne dis pas ça comme ça. Éradication, c'est un grand mot d'Annick Andronis. Oui. Je dis qu'il faut effectivement permettre à ces enfants peut-être d'évoluer dans un système qui correspond aujourd'hui mieux à leurs attentes. Oui. Parce qu'il y a des enfants qui s'ennuient avec une certaine pédagogie. Il faut adapter cette pédagogie à certains enfants. C'est notre débat, ça. Absolument. Il y a des enfants qui ne peuvent pas rester. D'Annick Andronis, en tant qu'ancien enseignant, vous le savez, il y a des enfants qui ont des difficultés à rester assis pendant des heures et des heures. Il faut peut-être adapter la pédagogie à ces enfants. Il faut aussi effectivement qu'on puisse prendre effectivement des mesures pour qu'ils ne puissent pas évoluer comme ça, perturber les autres. Alors, en tout cas, il y a des choses à faire. On parlait des réseaux sociaux et il y a un débat nouveau qui hante des établissements scolaires. Oui ou non, le portable à l'école? Parce que la question se pose aujourd'hui, parce que la violence à l'école, c'est aussi lié au fait que bagarre pour avoir le portable, bagarre pour avoir récupéré, pour l'avoir volé, etc., etc. Et puis aussi diffusion d'un certain nombre de choses pendant les cours, je l'ai vécu. Alors, sous cette question sensible aujourd'hui, faut-il, oui ou non, la FAPEG se prononce sur le portable à l'école, oui ou non? À mon avis, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Je considère il s'agit d'une évolution technologique. Oui. Il faut apprivoiser cette évolution technologique. Oui. Le problème, ce n'est pas en interdisant le portable à l'école qu'on va régler le problème. Je crois qu'il faut faire comprendre aux enfants qu'il y a un moment pour utiliser le portable. Mais il ne faut pas seulement le faire comprendre aux enfants, il faut aussi le faire comprendre aux enseignants. Je le dis parce qu'il y a aussi des enseignants qui, à longueur de journée, reçoivent des appels à l'école et qui décrochent. Il faut dire qu'effectivement, le portable existe. On vit dans une société... Mais tant qu'il est dans la classe, vous savez, il sonnera toujours. Maintenant, si on peut être... Je sais que dans certaines administrations, dans certaines entreprises, on a opté pour demander aux gens de déposer leur portable, par exemple avant des réunions, pour éviter que des scènes soient filmées ou autres.
peut-être il faudrait trouver une solution, peut-être mettre des casiers à la disposition des enfants, leur demandant de laisser leur portable. Donc vous êtes pour le portable à l'école? Moi, je suis pour le portable. Il faut une gestion rationnelle, intelligente du portable. C'est une évolution technologique. Nous devons apprivoiser cette évolution technologique. C'est pas un rêve, ça? Pourquoi un rêve? Oui. Non, je crois que question. dès qu'il y a un changement sociétal, il y a effectivement des perturbations. Oui. Il y a des perturbations, c'est pareil que les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a tout et n'importe quoi qui passe sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi du bon sur les réseaux sociaux. D'accord, alors je prends une question un petit peu plus chaude, entre guillemets. Il faudrait accepter les préservatifs à l'école? Est-ce qu'il faut accepter les préservatifs à l'école? Oui. Moi, je pense que si le jeune arrive avec ses préservatifs dans son sac, est-ce que ça gêne quelqu'un? Maintenant, c'est vrai que l'école, c'est peut-être pas le lieu, effectivement, pour avoir des relations. Oui. Mais je veux dire que le jeune qui a effectivement ses préservatifs, qui quitte l'école, peut-être hors de l'école, il a ses relations. Oui. En tout cas, c'est mieux. Donc, ça veut dire qu'il faut effectivement, dans ce domaine-là aussi, qu'il y ait une éducation sexuelle bien menée. Et ce qui n'est pas le cas. Hein, ce qui n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, et là aussi, c'est une vraie question, on demande aux enseignants d'être des sexologues, d'être des psys, d'être des médecins, d'être des avocats, d'être tout, alors qu'on oublie l'essentiel. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a 30% d'élèves qui quittent le premier degré, le CM2 pour entrer en 6e, qui ne savent ni lire ni écrire. Donc voilà l'essentiel. Il faut qu'on s'arrête sur les fondamentaux, le savoir lire, savoir écrire, le savoir être au niveau de l'école. Je crois que c'est ça. Le vivre ensemble en fait. Le vivre ensemble, absolument. Dernière question, Michel Gideon, président de la FAPEG. Hier, vous avez une réunion avec le recteur. Un certain nombre de problématiques sont à l'ordre du jour. Qu'en est-il ressorti en 2 mots? Il est 13h23. Vous avez 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes pour vous dire que c'est vrai que le recteur a reçu les fédérations de parents d'élèves. C'était pour parler de un peu l'organisation après cette rentrée un peu ratée. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons perdu, pour la Guadeloupe, je ne parle pas de Saint-Martin, nous avons perdu 1 semaine de cours. C'était savoir comment nous allons rattraper effectivement ces cours. 2 solutions. Soit nous optons pour réduire les vacances. Réduire les vacances de quelques jours, d'accord, ou soit effectivement une nouvelle organisation même de l'année scolaire. Donc voilà, donc il y a cette tendance. Nous, parents d'élèves, en tout cas, nous sommes prononcés pour qu'on puisse trouver une solution. Nous ne sommes pas contre. Nous pensons qu'il y a une rentrée effectivement un peu assurée avec beaucoup de difficultés. Il faut effectivement faire un effort. Nous, parents d'élèves, nous, fédération de parents d'élèves, en tout cas toutes les fédérations qui étaient présentes, les 3 fédérations, nous nous sommes prononcés pour ça. Nous sommes tout à fait d'accord et nous pensons que cette opération doit se faire en concertation avec les enseignants, avec l'administration, avec tous ceux qui interviennent au niveau de l'école. Donc voilà. Merci Michel Géléon, 13h24 dans le ZCL en direct de RH. On va prendre tout de suite une nouvelle page de publicité. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous allons recevoir notre nouvelle chroniqueuse Véronique pour la chronique communication et un peu plus tard, la chronique santé psycho avec Mina Yankamalaki déjà là et à la fin, Martine Fazer pour la chronique culturelle. Voilà, vous êtes toujours dans le ZCL en direct de RH. Bonjour, revoilà sur le plateau du ZCL. J'ai 3 animatrices, 3 chroniqueuses. On va les saluer dans l'ordre. Bonjour Mina. Bonjour. Chronique psycho. Bonjour Véronique, nouvelle chroniqueuse en communication. Oui, bonjour. Et bonjour Martine. Bonjour Danick. On retrouve chaque mercredi. Pourquoi Martine est là? C'est la chronique comment? C'est pas confondre avec un footballeur. Hein, ouais. Oui, d'accord. Bien, alors, donc 3 chroniqueuses, je suis vraiment comblé. On va commencer par la com, puisque c'est la nouvelle, bien sûr, bienvenue à la nouvelle. Véronique, bonjour, nouvelle chronique sur la com, pourquoi? Tout simplement parce que la communication, c'est déjà un sujet qui est passionnant, qui me passionne personnellement, puisque j'en ai fait mon métier. Et la publicité, de manière générale, c'est considéré comme étant un levier économique. Donc, ça a des incidences sur la société, ça influence nos comportements. Donc, cette nouvelle chronique sera là pour nous donner quelques tuyaux, quelques ficelles sur notre façon de nous comporter face à la publicité, face à la
communication de manière générale. Alors, aujourd'hui, on va faire quoi dans cette première chronique sur la com? Alors, aujourd'hui, il sera question de décryptage. D'images, d'affiches. Pendant ces vacances, on a eu droit à certaines affiches publicitaires qui jonchaient les routes d'ici et d'ailleurs. Donc, je vais vous proposer de voir quelques affiches et de s'arrêter sur une en particulier. Alors, donc, communication sur les affiches, ce sera uniquement sur les affiches que vous ferez votre com ou quoi? Non, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'affiche publicitaire comme étant un outil marketing performant. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu quel est le rôle de l'affiche dans ce qu'on appelle les 4x3, c'est de ce que vous parlez, qui ont été bien fatigués par le dernier cyclone d'ailleurs. Quel est le rôle des affiches dans cette communication d'une manière générale? Donc, avant de parler du rôle de l'affiche, il serait intéressant de se poser un certain nombre de questions quand il est question justement de communication. Avant de mettre en place ces différentes affiches publicitaires, il faut déjà qu'on s'interroge sur la cible qu'on veut toucher. Si ce sont les jeunes, les seniors, la catégorie socio-professionnelle également à qui on veut s'adresser. Il faut aussi qu'on se demande quel est l'objectif qu'on veut atteindre, quel contenu, quel message qu'on veut faire passer et surtout quel canal de distribution choisir. Et aussi, on devrait aussi se poser cette question, à quelle fréquence que nous allons communiquer et, bien entendu, le nerf de la guerre, quel budget pouvons-nous consacrer à cette campagne de communication. Donc, quand on a fait le tour de ces questions, on a trouvé les réponses à ces questions, c'est vrai qu'on peut choisir justement les affiches 4x3. Et ces affiches 4x3 peuvent être utilisées comme étant un outil marketing ou on peut l'utiliser comme par exemple pour lancer un nouveau produit. Ou encore, il y a un événement qu'on veut faire connaître, on peut utiliser l'affiche 4x3 est un support idéal pour ce genre de manifestation. C'est mieux que la télé? Ça ne remplace pas la télé, c'est vrai, ça ne remplace pas la télé, mais seulement c'est intéressant quand on passe dans les rues de voir, de faire savoir, puisque c'est ça son rôle, faire savoir, inciter les gens à consommer, il faut le dire, hein, et je parlais de levier économique tout à l'heure, justement, c'est pour inciter la consommation, encourager la consommation, et l'idée de cette rubrique, c'est de permettre aux gens d'avoir un regard conscient, justement, sur leur façon de se comporter face à ces affiches 4x3, face à la publicité de manière générale. Alors on a vu défiler là quelques affiches, je ne sais pas si le technicien va nous les faire revoir. Je vois par exemple l'affiche d'RCI, il y a quelque chose à dire là-dessus? Alors l'affiche d'RCI, je l'aime bien parce que pour moi, elle traduit bien la confiance que les gens de RCI ont en eux-mêmes. Hein. Ils jouent à fond la carte de la notoriété, ils ne mettent même pas de fréquence là où on peut écouter leur radio. C'est pas une erreur ça, ne pas mettre sa fréquence quand on fait une affiche? C'est un choix, c'est un choix. Visiblement, ils ont tellement confiance en eux qu'ils peuvent s'autoriser cette stratégie. Donc, c'est une question de stratégie. Et ils ont décidé de ne pas communiquer sur la fréquence ni comment les joindre. Et vous remarquerez également sur cette affiche, il n'y a même pas les... On peut revenir sur l'affiche RCI, technicien, s'il vous plaît. Si on peut retourner sur cette affiche, oui. Et vous constaterez qu'il n'y a même pas les noms des personnes. On suppose que ce sont des animateurs, des présentateurs. On ne les connaît pas parce que visiblement ils ont oublié que la radio c'était pas la télé, il n'y avait pas les images. Donc on ne peut pas dire que celui Moi, qui... je ne sais pas qui est là. Hein. J'ai vu une affiche là, 4 gars et une fille, c'est ça je sais pas. Donc c'est exactement ce que moi j'appelle la confiance en soi et jouer à fond la carte de la notoriété. Un peu trop. Alors l'autre affiche qu'on a vue, oui. Donc nous poursuivons avec les autres affiches. Donc la communication ne se limite pas seulement à un produit commercial ou à des services à vendre ou pas. Mais on voit que c'est un domaine qui touche quand même tous les milieux. Et notamment, j'ai trouvé une belle affiche. Oui. Une belle affiche qui parle... Est-ce qu'on peut avoir l'affiche suivante, s'il vous plaît? Technicien, s'il vous plaît, l'affiche suivante... qui parle justement, non pas celle-ci, celle-ci c'est la dernière que nous verrons. Exactement, c'est celle-ci que je voudrais vous parler parce qu'on ne la voit pas si on peut zoomer, je ne sais pas si c'est possible, mais il est question d'un message.
Il est question d'un message lié à Jésus-Christ qui revient bientôt. Donc, il était parti? Oui, visiblement, oui, il est parti. C'est pas le message qui nous importe, mais c'est surtout le sujet qui est intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas à un produit commercial et que même la religion utilise ce moyen-là pour faire sa communication. D'accord. Bien. Alors, autre affiche à regarder peut-être Oui, autre affiche qui a attiré également notre attention pendant ces quelques mois. Nous avons l'affiche liée à une crème glacée. Non, pas celle-là. C'est ça? Non, c'est pas une crème glacée, ça. Voilà, une crème glacée où on voit un visage de femme et celui d'un félin. Et qui invite à libérer la bête qui est en elle. Donc, ce sont des images... La bête qui est en qui? La bête qui est en la femme, visiblement. Il y a une bête dans les femmes? Je ne savais pas. Visiblement, selon cet annonceur, oui. Selon cet annonceur qui vend son Magnum, oui. Donc, et il y a une affiche avec deux bébés. Oui. Deux bébés cette affiche aussi a attiré notre attention où nous voyons... c'est une marque de vêtements, ça? Oui, un magasin ou un magasin? Oui, c'est une boutique de vêtements qui vend des vêtements pour bébés, visiblement, et qui montre bien l'image de ce bébé blanc qui regarde bien en face de lui, donc qui a une vision objective, et cet enfant noir qui regarde à côté, donc il peut bien savlaïkaï. Bon, ça, c'est de l'interprétation. Et... la dernière image qui a attiré notre attention, c'est celle qu'on vous a montrée plusieurs fois tout à l'heure, c'est celle-ci. Oui, elle est intéressante, cette image. Naturellement, vous verrez que ce n'est pas ici qu'elle a été montrée. Elle a été montrée, cette affiche a été montrée dans les rues de Paris et ça a été diffusé par la ville de Paris, dont on les rencontrait, ces affiches-là, dans les métros, en France, au courant du mois de juillet-août, pendant la période des grandes vacances. Et c'est une affiche qui me paraissait intéressante. Qu'est-ce qu'elle disait, cette affiche? Alors, cette affiche dit tout simplement « Paris est à vous, gardez-la propre ». C'est un message qui encourage à... la citoyenneté, qui encourage la citoyenneté, qui encourage à garder une ville propre. Le message en lui-même n'a rien de gênant. Bien au contraire, il faut l'encourager. Nous voyons en premier plan cet enfant noir qui jette son déchet dans la corbeille, et c'est bien le lieu dans lequel il faut jeter ses déchets. Nous voyons un autre bras plus aisé sur cette affiche qui jette aussi son déchet dans la corbeille. Tout cela nous semble normal, puisque c'est exactement ce message-là que la ville de Paris veut faire passer. Mais quand on regarde un peu plus loin, quand on veut... revenir peut-être sur l'affiche, Nathan, on revient sur l'affiche, oui. Quand, par exemple, on veut passer dans l'interprétation, quand on veut changer notre perception de cette image, on peut supposer, et ça c'est à chacun sa libre interprétation, qu'on s'interroge, est-ce que ce sont les Noirs qui salissent Paris, puisqu'en premier plan c'est ce message-là que nous pouvons lire. Nous voyons que... en arrière-plan, on peut supposer que le barbu avec un teint plus clair, là, est-ce qu'on peut l'affilier, on peut penser que c'est quelqu'un de l'Afrique blanche, hein, les musulmans, je n'ai rien contre eux, mais on peut le supposer que c'est eux qui pissent un peu partout dans Paris. Mais bon, ce sont des interprétations, des choses qu'on ne dit pas forcément dans le message initial qu'on veut passer, mais qu'on peut percevoir en fonction de ses affinités, en fonction de sa personnalité, de ses convictions personnelles. C'est du subliminal, on dira. Oui, ça peut être subliminal, des choses qu'on ne dit pas, mais qu'on peut, qui transpirent en tout cas, en regardant. En tout cas, merci Véronique pour cette première chronique. La prochaine chronique? La prochaine chronique, ce sera le 25, mercredi 25 octobre. Et le sujet que nous décrypterons cette fois-ci sera consacré au slogan publicitaire. Merci. Il est 13h42. On va aller un petit peu plus vite et parler maintenant de la conservation, de la conférence sur la préservation des océans. Vous savez que depuis quelques jours, il y a un bateau qu'on appelle Risk for Water qui se trouve au MAC. Et Maxime Morel y était ce matin, reportage avant de passer à la deuxième chronique, cette fois-ci avec Mina, sur la psychologie.
Un bateau qui part pour un odyssée en 5 ans et qui porte le nom d'une fondation, donc Race for Water. Cette fondation, elle s'est attachée à la préservation des océans, notamment en menant des actions pour lutter contre la pollution plastique dans l'océan. Elle s'axe autour de 3 programmes. Un programme qui s'appelle Learn, donc on part avec des scientifiques, on mène des campagnes pour étudier cette pollution plastique. Ensuite Share, on accueille des classes, on fait des conférences comme ce matin. Et enfin Act, donc proposer des solutions concrètes pour lutter. L'enjeu, c'est de toucher les jeunes générations, le grand public, et permettre en fait d'accéder à cette conférence qui présente la fondation, ses actions, donc tout ce que Race for Water a mis en place jusqu'ici et continue de mettre en place avec cette belle odyssée qui ne fait que commencer avec cette escale en Guadeloupe. On représente un maximum de monde au grand public, aux étudiants de l'université, les axes de travail de la fondation et puis aussi le bateau qui est un bateau un petit peu particulier. En fait, on essaie de toucher un maximum de personnes. Comme aujourd'hui, sensibiliser les générations futures. On pense que les idées vont se développer et qu'il faut, dès le plus rapidement possible, leur parler de ces problématiques qui sont quand même maintenant mondiales et qu'il faut agir au niveau local. Voilà, 13h43 et on va passer à notre seconde chronique avant la troisième. Bien sûr, c'est Mina, bonjour. Tout de suite sur le générique. Bonjour. Bonjour. Et donc on va parler de la manipulation mentale, c'est bien cela? Tout à fait. Donc comment font les manipulateurs pour tromper? La manipulation mentale, donc c'est une manœuvre trompeuse, voire perverse, qui va viser à contrôler les actions et les sentiments d'une autre personne. Et comment les gens sont influencés par ces discours, des discours quelquefois incroyables? Je parle des gourous par exemple. Oui, alors quand on sait que 90% de la communication verbale et non verbale s'apparente à de la manipulation, donc il est tout à fait aisé de comprendre comment cela se manifeste dans les sectes religieuses, mais aussi dans la vie de couple ou encore dans le travail. Donc nous pouvons voir l'exemple du prophète Raël qui a fondé une secte dans les années 80. Donc Raël prétendait avoir rencontré à 2 reprises les extraterrestres et qu'il avait aussi réussi à cloner des bébés, mais tout cela n'a jamais été prouvé. Alors, quelquefois, les manipulateurs peuvent même vous extorquer de l'argent. Comment ils y arrivent? Alors, donc ils procèdent par lavage de cerveau, en contrôlant la pensée et aussi en dévalorisant l'autre personne. Donc nous avons une illustration avec Christophe Rocancourt, oui, qui est connu comme l'escroc des stars. Oui. Donc, parmi ces victimes, donc on peut citer l'auteur-compositeur Michel Polnareff, qui disait de lui, il n'est qu'un minable profitant des moments de faiblesse de ses proies. Alors, quelles sont les principales étapes de la manipulation, Mina? Donc il faut tout d'abord souligner que le manipulateur, ce qui l'intéresse, c'est de donner une bonne image de lui-même. Et on peut distinguer quatre étapes qui se retrouvent à chaque fois dans la manipulation. La première étape s'appelle la séduction rapide. Donc, il s'agit d'attirer l'attention de la personne victime. Donc, ça peut être dans le travail le fait de faire miroiter à quelqu'un très rapidement la possibilité d'une promotion ou d'accéder à des nouvelles responsabilités. Donc tout ça pour pouvoir affaiblir l'attention de la victime. Donc, dans le célèbre dessin animé de Walt Disney, nous avons pu voir
la méchante sorcière Ursula, donc mi-femme, mi-pieuvre, qui s'acharne sur la petite sirène Ariel. Donc c'est un bon exemple de manipulatrice. Après avoir vu cette première étape de séduction rapide, donc on passe à la deuxième étape qui porte sur la dévalorisation de l'autre en attaquant sa confiance en soi. Donc comment ça va se passer? À force de répéter des petites phrases assassines, hein, donc ça, comme de dire à quelqu'un tu sens mauvais, ou encore à l'inverse d'ignorer la personne quand elle parle. Donc tous ces éléments-là vont avoir pour effet de discréditer la personne visée qui va finir par croire qu'elle n'est pas importante. Oui. Il y a une troisième étape, je suppose. Oui, tout à fait. Donc cette troisième étape consiste à isoler donc la personne et à semer la zizanie avec son entourage. Donc ça peut être la famille, une équipe de travail, voilà, donc l'entourage proche. Et donc le manipulateur va procéder en déformant la réalité ou en semant le doute avec les proches. Tout ça pour pouvoir asseoir son emprise sur... Et affaiblir l'autre surtout. Affaiblir l'autre. Et la dernière étape. Qui, on le rappelle, est isolé. Donc la quatrième et dernière étape, donc ça va être de culpabiliser donc la personne par, en quelque sorte, du chantage affectif, oui, qui sera basé sur le lien familial, l'amitié, l'amour ou encore la conscience professionnelle. Donc on peut imaginer un parent manipulateur qui dira par rapport aux vacances en famille, tu ne peux pas me refuser ça me fera faire des économies et en plus c'est dans notre intérêt à tous, ça nous permettra de nous voir. Donc la personne qui est victime de la manipulation va se retrouver à entrer dans le jeu du manipulateur, tout ça pour ne pas être mal jugé. Et le paradoxe dans cette situation, c'est que la personne manipulatrice ne sera jamais satisfaite, malgré tous les efforts qui vont être fournis en face par quelqu'un. Mais alors, Mina, est-ce qu'on peut éviter d'être manipulé? Oui, tout à fait. Il existe des outils qui vont permettre de contrer la répétition de ces messages dénigrants. Donc pour y remédier, on peut conseiller donc à tout un chacun de développer ses compétences par le biais de formation ou encore de s'impliquer dans des activités utiles aux autres. Ça peut être aussi de toujours donner la priorité à ses propres envies, de devenir imprévisible pour que justement le manipulateur ne puisse pas contrôler les faits et gestes de la personne visée. Et enfin, on peut ajouter que de se concentrer uniquement sur les faits dans une discussion par exemple, donc ça peut être un moyen de protection efficace. J'espère que tout le monde en tiendra compte et évitera de se faire manipuler. Il est 13h52. On va passer tout de suite à la chronique culturelle avec Martine. Martine, vous avez 8 minutes pour tout nous dire de ce qui va se passer ou de ce qui se passera ou de ce qui est déjà passé. Alors, je parle de l'agenda culturel. Oui, bien bonjour à tout le monde. Étant donné que le temps est compté,
on va faire rapide. Je salue les auditeurs de RHT et bien évidemment les téléspectateurs. Et puis au sommaire de ce jour, eh bien, j'ai envie un petit peu de tout, de vous surprendre un tout petit peu. Donc je vais vous présenter un éphéméride, ça fait du bien de savoir ce qui se fait. C'est la Saint-Firmin aujourd'hui, ça vous fait certainement rien, sauf pour ceux, pour ceux qui s'appellent Firmin. Oui. Saint-Firmin. Et figurez-vous que nous sommes le 294e jour de l'année. Tu le savais, Danick? Non, bien sûr. Non, il reste 81 jours pour arriver au mois de décembre, le 31. Donc vous avez encore 81 jours pour faire les cadeaux. Mon anniversaire, c'est en décembre. Même. Ça tombe bien. C'est donc la petite nouveauté dans la chronique. Je vous proposerai un éphéméride et puis une autre petite nouveauté. On ira se balader de ville en ville parce qu'à chaque fois, on m'a fait la remarque, n'est-ce pas, que dans les communes, il se passe des choses et je vais mettre l'accent sur une commune également dans chaque numéro. Je commence tout de suite par le Big Event qui est donc le fameux festival international du film et des droits de l'homme de Guadeloupe, dont j'espère que l'image ne va pas tarder, sans quoi je vous le montre à l'écran. Et c'est du 13 au 21 octobre. Et ce festival des droits de l'homme qui se tient en Guadeloupe, c'est la 4e édition. Elle va se dérouler du 13 au 21, je l'ai dit, en Guadeloupe. Mais figurez-vous, j'avais un petit souci parce que je me disais, mais ce festival, je l'ai déjà vu. Et c'est le festival des droits de l'homme et des droits de l'homme et du forum. Je vous donnerai le nom tout à l'heure, mais ça m'a un peu... C'est un forum international, le festival international et forum. Voilà. C'est exactement les mêmes initiales, sauf que ce festival est un événement qui se fait à Genève, qui se tient pour la 16e édition et qui est l'événement le plus important dédié au cinéma et aux droits humains à travers le monde. Donc depuis 15 ans, ce festival se tient au cœur de Genève, qui est la capitale internationale des droits humains, en parallèle avec une session principale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc, Forum international, je vous l'ai dit, donc tous les soirs, pendant toute la durée, donc un certain nombre de films et de débats de très très haut niveau se tiennent lors de ces soirées, avec des diplomates, des ONG, des victimes, des artistes, des financiers, des militants, des journalistes, un grand public qui est invité, les salles sont combles, on ne sait plus où mettre une allumette, tant de personnes souhaitent participer à ces soirées. On participait récemment au dernier débat autour de ce forum international, par exemple les prix Nobel tels que Cyrine Ebadi, Joseph Stiglitz, les hauts-commissaires Navi Pillay. Ensuite, il y a des gens comme, j'avais envie de vous donner quelques noms qui vont sans doute pas vous parler, mais qui sont des personnes vraiment influentes dans ce milieu. Edgar Morin, Stéphane Hessel, qui sont des grands philosophes que nous connaissons pour leurs travaux. Donc un festival international qui met en compétition un grand nombre de films qui portent bien sûr sur les droits des hommes et des femmes aussi. Et ce festival s'adresse aux scolaires, il s'adresse aux étudiants avec un public là aussi ciblé. C'est un festival hors les murs qui se fait en dehors des salles du festival incontournable de Genève. Il a un impact médiatique vraiment fulgurant puisque énormément de médias s'y déplacent. TV5 Monde se déplace aussi, France Culture, Arte, le temps de la radio, la télé, enfin bref. Donc c'est vraiment un festival de très haut niveau avec des partenaires internationaux qui viennent de tous les pays qui sont présents. Et j'avais un petit souci parce que je ne voyais pas le lien avec notre festival de Guadeloupe. Or, c'est le même festival, sauf que sur l'ensemble des éléments qui nous sont donnés au travers du Festival des droits de l'homme, Festival international du film des droits de l'homme de Guadeloupe, mais à aucun moment je n'ai trouvé de lien entre ces deux festivals. Et je pense bien que celui de Guadeloupe découle directement. Il y a des liens quand même, mais ils sont invisibles, on va dire. Pardon ? Ils sont invisibles. Voilà, j'ai regretté de ne pas trouver, parce que quand j'ai fait mes recherches, j'étais un petit peu embarrassée, parce que je me suis dit, est-ce que c'est du même festival que nous parlons ? Oui. C'est le même. Voilà, celui de Genève et donc celui de Guadeloupe. Celui de Genève a 15 ans, celui de Guadeloupe a 4 ans. Et notre chère directrice du festival, donc Elisabeth Gustave, donc mène de bâton de maîtresse ce festival, 4e édition, avec là aussi quand même une très beau festival qui cette année s'appuie donc sur la femme qui est mise à l'honneur, sur les plus jeunes, pour une belle programmation. Plusieurs salles sont concernées par cette programmation. J'avais parlé la semaine dernière donc du Memorial Act. Cette semaine, je vous donne quelques salles, mais je vous donnerai pas toute la programmation. Je vous propose
propose vraiment de récupérer ce programme. Vous avez toutes les salles, toutes les séances, tous les lieux, et avec de belles personnes. Et j'ai retenu par exemple une belle personnalité qui va venir, Françoise Vergès, qui sera notre invité vendredi. Qui sera votre invité, donc je ne vous la volerai pas pour Radio Gaillac, mais vraiment de très très belles personnes qui seront présentes à ce festival. Alors renseignez-vous, je vous ai dit, donc c'est le cinéma Rex à Pointe-à-Pitre, le cinéma d'Arbaud à Basse-Terre, Médiathèque du Lamentin, Ciné-Théâtre du Lamentin, Mémorial Acte, Bibliothèque Roger Thompson et pas mal d'autres encore qui vont jouer sur cette programmation avec un très très beau jury des invités, 5 en 2017 pour le jury, avec des belles personnes. J'ai dit parler de Françoise Vergès, de Amandine Gay, de Jeanne-Lise Pérez et d'autres encore. 1 minute, merci. Voilà, il me reste qu'1 minute, c'est largement suffisant pour vous dire que se tient toujours le mois du créole. Je ne vais pas revenir dessus. Vous savez que là aussi, c'est un mois fort entre le 1er et le 31 octobre. C'est en ce moment. Mouvement et tolérance, c'est le thème qui a été retenu cette année. Donc, j'en ai parlé la semaine dernière, mais je vous rappelle qu'il faut y aller. Il y a plein de lieux. Allez sur Internet ou appelez-moi sur la page Facebook. Alors, une dernière petite chose. Moi, j'ai juste envie de vous faire un petit clin d'œil. Je vous parlais tout à l'heure d'une ville. Eh bien, au Moule, j'ai rencontré... un restaurant. Je vais vous parler maintenant de restaurants de temps en temps, de gastronomie, parce que je sors souvent et je vois des choses pas possibles. Notre accueil, c'est une l'union qui est fort à faire, parce que franchement, des moments, on a l'impression qu'à rentrer, en café c'est là, pardon, j'allais dire un gros mot, mais non. C'est ça, même quand on met au déo. Non, mais je suis effarée. Et donc l'autre jour, sur le parking près de chez moi, un food truck, ce sont des Canadiens, d'une gentillesse incroyable et qui nous vendent un produit que je ne connaissais pas, pourtant je suis allée au Canada, ça s'appelle, j'ai noté le nom là, et ça se mange, c'est des frites avec une sauce, avec des viandes, c'est super bon, c'est super étonnant, c'est une tendance, ça s'appelle la poutine. Alors il faut vraiment être canadien pour inventer ça, donc des frites qui baignent dans une sauce faite maison, et mélangées avec des viandes, avec du lardon, etc. C'est pas bon pour l'amaigrissement, c'est bon pour le palais, c'est bon pour le moral, c'est pas très cher. Les gens sont super sympas, ils ont un accent canadien à couper au couteau et donc ils sont québécois. Et donc voilà, c'est le plat le plus populaire de Québec et ils nous le présentent dans un camion food truck, donc ces petits restaurants ambulants. Ils sont au Moule, à Saint-François, à Sainte-Anne, etc., etc. Vous pouvez aller sur leur site internet, ça s'appelle, je crois, ça s'appelle Au Caribou, comme avec les cerfs au Caribou. Et donc voilà, j'avais envie de vous parler d'eux, ils sont sympas et donc allez découvrir ce plat nouveau, bizarre, mais super bon. Voilà, et donc j'ai pas le temps de parler de mon agenda. Merci, je ne sais pas si on a le temps de voir notre maître restaurateur, pas ce soir, on le verra ce soir dans le journal avec notre ami Harold. En tout cas, je vous rappelle que la réunion, c'est ce qui est important, la réunion des contrats aidés en préfecture hier soir a mal tourné puisque les collectivités, je parle du conseil général, du conseil régional, n'ont pas été satisfaits de la réponse du préfet qui dit qu'il fait avec ses moyens. Retour donc à l'envoyeur, je veux dire, au gouvernement français. Voilà, on a terminé pratiquement 14 heures. Nous met un petit peu de pression, mais nous sommes habitués. On vous dit demain, on se retrouve à partir de 12h30 en direct de RHT, de ZCL et bientôt, je vous l'ai dit, de Radio Soufaya et de Radio Saphir FM. Il finit pour ce là. Demain, nous allons retrouver nous et Mendy sera là.